Bonjour à tous, donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter l'utilisation de capteurs météo en classe avec Julien. Donc l'idée c'est d'aborder soit le thème météo, soit associé météo hydro. Et on va voir en fait dans les programmes à quel endroit on pourrait utiliser ces capteurs. Ce sont des capteurs que Julien utilise dans le cadre de Cordée de la réussite et il m'a formé avec ces capteurs dans le cadre d'un projet de recherche que l'on mène au Cameroun et donc je vais vous montrer un peu dans quel cadre on a fait ça. Et puis ensuite Julien vous montrera comment on monte ces capteurs pour pouvoir le réaliser avec vos élèves en classe. Alors voilà, l'objectif de cette présentation, c'est en fait d'abord de faire un lien avec les programmes voilà, de l'éducation nationale pour voir à quel niveau finalement on peut utiliser ces capteurs, dans quel type d'enseignement. Ensuite, je vais vous montrer donc un exemple de mise en situation qu'on a réalisé donc dans le cadre d'un projet de recherche avec lequel on a associé un projet pédagogique, comme on fait souvent, vous savez, donc via EduMed d'ailleurs, vous pouvez avoir accès à tout ça. Et donc je vous montrerai cet exemple. Et puis ensuite, Julien vous présentera le capteur et puis comment le monter, quelle approche avoir avec les élèves pour pouvoir en fait y aller pas à pas et que ce soit simple pour eux. Et puis ensuite, bien là, les questions, on n'est pas en live malheureusement aujourd'hui, mais je pense que il n'y a pas de problème. Julien vous montrera un lien pour pouvoir nous envoyer des questions si vous en avez et on répondra dans la semaine. Donc, sur la première partie, le lien avec les programmes, alors nous, celui auquel on avait pensé au tout départ, c'était vraiment le projet expérimental et numérique en enseignement scientifique, en première, où vous avez un thème où vous devez permettre à vos élèves de réaliser un projet qui leur permettrait, quand il est fait comme c'est demandé dans le programme, de pouvoir faire des mesures et d'obtenir des données, et donc évidemment d'utiliser des capteurs. Alors le mieux, c'est ce qui est marqué dans le programme, c'est d'utiliser des capteurs mis en œuvre en classe, et puis après de récupérer les données, de pouvoir analyser ces données, faire des interprétations. Donc ça, c'est dans le cadre du projet expérimental numérique. Et donc, ce qu'on va vous proposer là s'y intègre parfaitement. Mais il n'y a pas que ce capteur. Il y a aussi, évidemment, les capteurs Sismo. Si vous en avez dans votre école, eh bien, c'est aussi un capteur qui peut être utilisé pour ce type d'enseignement, pour ce type d'enseignement scientifique, enfin de projet expérimental et numérique dans l'enseignement scientifique. J'ai regardé un petit peu plus près, finalement on pourrait aussi très bien l'utiliser avec les profs de techno en cycle 4, et puis on peut aussi l'utiliser dans le cadre du programme Sciences et technologies en 6e, où il y a tout un aspect pratiqué des démarches scientifiques et technologiques, et on pourrait associer aussi le montage de ce capteur pour travailler la démarche scientifique, puisque c'est vraiment dans ce cadre-là que nous on l'avait fait au Cameroun. Et puis, évidemment, si vous avez mis en place dans vos écoles, collèges, lycées, si vous avez mis en place un atelier scientifique, eh bien, ça s'y prête totalement parce que vous pouvez donc faire réaliser ce capteur aux élèves et puis ensuite les mener à récupérer des mesures sur plusieurs semaines et puis faire des analyses. Alors voilà, nous on l'a mis en situation au Cameroun dans le cadre du projet de l'eau, qui est un projet qui a pour objectif d'explorer les aquifères et la gestion durable de l'eau au Cameroun. Donc c'est un projet qui est une GEAI, donc une jeune équipe associée soutenue par l'IRD. Donc l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. Et donc, dans le cadre de ce projet scientifique, on a créé un club Jeunes IRD qui permet en fait de travailler sur des activités pédagogiques que l'on soumet, nous les chercheurs, en lien avec notre projet de recherche pour les associer à ce que l'on fait donc dans leur pays. Si vous voulez voir tout ce qu'on y fait, eh bien, vous allez sur cette page web que j'ai mis en dessous, c'est sur EduMed et vous avez un endroit où vous avez tous les projets et donc vous verrez Edu de l'eau et donc c'est typiquement un aperçu de ce qu'on fait avec eux et de ce qu'on fait en général dans le cadre de notre recherche. L'objectif de faire ça avec eux, c'était d'abord de les faire travailler sur la démarche scientifique.
Et, et en fait, de les faire d'abord observer ce qu'ils avaient autour d'eux. Donc parfois, eux, ils ont des inondations, en même temps, ils ont des sécheresses. Et donc, se poser des questions, mais comment ça se fait? Quel est le problème? Pourquoi est-ce que parfois on n'a plus du tout d'eau? Pourquoi est-ce que parfois il y en a trop? Ou en tout cas, elle n'arrive pas à s'infiltrer. Donc on a travaillé sur le cycle de l'eau. Et puis ensuite, l'idée de monter des capteurs, eh bien, ça permet en fait de pouvoir après être capable, depuis le départ, donc en montant le capteur, de prendre la mesure. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est que dans cette école, on a installé une station météo. Et donc, dans le cadre de cette station météo, ils ont la possibilité d'avoir en continu les données qui sont enregistrées sur Edumed et donc qu'ils peuvent régulièrement consulter en ligne. Et l'idée, c'était donc de pouvoir prendre des mesures régulièrement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de comparer leurs données. On voit la station là juste au-dessus, donc celle de leur école, et puis ensuite de pouvoir faire des interprétations. Donc là, on a ici par exemple, voilà les données qu'ils ont pu récupérer depuis le mois de septembre. Donc ce capteur nous permet d'avoir la température. Ils se sont mis là, c'est juste les résultats d'un seul groupe. On a 4 groupes qui ont été à différents endroits et qui ont pu donc comparer leurs données entre eux. Et puis donc aussi bien la température que l'humidité, puisque ce capteur va nous permettre de pouvoir mesurer la température et l'humidité. Il va aussi nous permettre de pouvoir enregistrer maintenant ces données sur un petit disque dur. Enfin, Julien va vous expliquer tout ça. Et donc, en plus, donc, ils vont pouvoir comparer leurs propres données aux données récupérées sur la station météo de leur école. Alors, vous n'avez pas tous des stations météo dans vos écoles, mais c'est pas grave, c'est ce que j'ai mis dans le tableau. Donc, si vous en avez une, c'est formidable et vous pouvez comparer vos données avec celle de la station météo. Si vous n'avez pas de station météo, c'est pas un problème, puisque en fait vous pouvez trouver sur Edumed des stations météo qui enregistraient aux mêmes périodes des données archivées que vous pouvez comparer avec les données réalisées par les élèves. Vous pouvez aussi aller sur des données en direct, par exemple sur Ventusky qui est aussi présent sur Edumed, ou vous pouvez aussi aller sur des données nationales avec ce lien là qui est présent à côté. Voilà, et donc de ce fait, vous pouvez faire des comparaisons de données et donc les élèves peuvent après regarder s'ils ont les mêmes résultats, pas les mêmes résultats, mais pourquoi donc? Est-ce qu'il y a des abris qui pourraient empêcher d'avoir le même type de température? Est-ce qu'il y a du vent qui pourrait perturber aussi les données? Bref, et puis une interprétation sur finalement la localisation de la prise de données de leurs mesures par rapport à là où se situe la station météo. Voilà, donc là maintenant, en fait, on va vous expliquer comment on crée ce petit capteur qui est donc à partir de composants Arduino et qui est vraiment très simple à mettre en place puisque ça se met en place sans problème au collège. Et donc Julien va prendre la suite pour vous expliquer comment on peut mettre tout ça en place au niveau d'une classe. Donc nous allons maintenant vous présenter quel type de matériel on peut utiliser pour exploiter le relevé de mesure de température et d'humidité directement dans la salle de classe. Donc le matériel que l'on va utiliser, c'est du matériel qui est assez simple à trouver, à acheter et aussi à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'au regard même de l'utilisation de ce matériel par des collégiens qui sont complètement novices dans cette discipline en électronique, eh bien, il y a quasiment très peu de risques de dégrader du matériel ou de faire de mauvaises manipulations. Donc, par exemple, sur la table qui est ici, vous avez tous les éléments qui vont servir à réaliser le montage. Donc, on peut les présenter assez brièvement. Donc, des fils électriques, une pile. Ici, on a un élément qui est central, qui s'appelle la planche à pain. Donc en fait, c'est au niveau de cette planche que l'on va pouvoir réaliser l'ensemble des branchements qui vont nous permettre de réaliser le montage de notre capteur. Le capteur d'ailleurs, il est ici, donc c'est un capteur, c'est un double capteur humidité-température, donc qui se branchera directement sur notre planche à pain. Et bien entendu, autre élément très important, c'est celui-ci, c'est une carte Arduino, puisque c'est cette carte qui logera le programme informatique et qui permettra de gérer à la fois la récupération des mesures réalisées par le petit capteur et bien entendu l'affichage sur un écran. Donc tout ceci
Vous l'avez au niveau de la diapositive, hein, qui est sur la droite de l'image. Donc vous avez le système entièrement monté. Donc il y a quand même pas mal de câbles à brancher. Mais avant d'en arriver là, il y a bien entendu des étapes préparatoires. C'est-à-dire que il y a quelque chose qu'il faut travailler au départ avec les élèves. Et cette chose, c'est bien de comprendre comment va circuler déjà le courant électrique dans la planche à pain. Donc d'où il va partir et comment il va faire pour revenir à sa source d'énergie. Donc pour ce faire, on a la possibilité par exemple de faire un petit test préparatoire pour voir si les élèves sont prêts à mettre directement les mains dans le cambouis. Donc pour utiliser la planche à pain, il faut comprendre comment elle fonctionne. Donc sur la diapositive que vous avez sur la droite, eh bien, ou alors sur l'image qui est sur la gauche, on voit que la planche à pain donc, présente de nombreux trous. Mais si on regarde la planche à pain qui est ici, on voit que ces différentes zones sont en fait organisées en deux grandes zones. Là, entourées de lignes bleues et de lignes rouges, ici et ici, c'est-à-dire en bordure de cette plaque, eh bien, on a ce que l'on appelle les rails d'alimentation électrique. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là que l'on va devoir amener le courant électrique et le faire repartir. Donc la ligne rouge matérialise la ligne ici d'orifice au niveau duquel on amènera le courant, et la ligne bleue matérialise la ligne d'orifice à partir de laquelle le courant repartira à la source d'énergie. Donc ici la source d'énergie elle va être de deux sortes. Donc on a la pile qui est là, donc qui sera utilisée pour à la fin réaliser par exemple la mesure de température et d'humidité dans différents endroits dans l'établissement scolaire, mais on peut aussi fournir du courant électrique à partir de la carte électronique, mais on verra ça tout à l'heure. Donc je reviens à la planche à pain. Donc la planche à pain, ces deux premières zones qui nous intéressent, ce sont les rails d'alimentation électrique. Donc vous avez aussi un petit descriptif sur la droite de la vidéo. Donc, au niveau de ces deux zones, ces deux rails d'alimentation électrique, eh bien, le courant va circuler en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'amène le courant, donc, au niveau des orifices qui sont accolés à une ligne rouge, et que par exemple je branche un câble ici, donc ça c'est assez facile à faire, mais le courant va être distribué sur la totalité des orifices de cette ligne, uniquement. Il ne sera pas distribué sur la ligne des orifices qui sont situés du côté de la ligne matérialisée par la ligne bleue, le moins. Donc, ça c'est la particularité des rails d'alimentation électrique. Le courant circule en ligne. Alors ça c'est contrairement à la deuxième zone de la planche à pain, donc qui est matérialisée par cette zone ici et cette zone-là. Ça, c'est ce que l'on appelle les zones centrales, les rangées centrales. Alors, à la différence des rails d'alimentation électrique, le courant ne va pas circuler en ligne, mais en colonne. Par exemple, donc ici j'amène du courant au niveau de la ligne plus du rail d'alimentation électrique qui est en partie inférieure de ma plaque. On peut se brancher aussi bien ici que ici. Il n'y a aucun problème et aucune incompatibilité. Si j'utilise un autre fil pour amener le courant électrique depuis ce rail d'alimentation électrique jusqu'à une des deux rangées centrales, donc par exemple ici, eh bien le courant électrique va circuler au niveau de cette colonne-là, ici. C'est-à-dire au niveau de la colonne au niveau de laquelle arrive le courant. Le courant électrique ne sera pas distribué dans les colonnes situées à côté. Donc ça, c'est la spécificité de la circulation du courant électrique dans les rangées centrales de la planche à pain. Donc pour mettre ça immédiatement en pratique, eh bien, on peut réaliser des petits exercices donc en projetant des montages électriques à partir d'une planche à pain et d'une pile. Donc, par exemple, ici, pour repartir sur ce système, donc on présente une pile, une planche à pain, donc au niveau de la diapositive qui est sur la droite, et on indique que l'on branche la pile
au niveau du bloc, au niveau du rail d'alimentation électrique qui est en partie supérieure de notre planche à pain, et on demande si avec ce montage, eh bien, le courant électrique va bien circuler depuis la borne plus vers la borne moins. Alors bien entendu, on parle du sens, c'est pas le sens réel du courant électrique, c'est le sens au niveau de la convention qui a été choisie au niveau international. Donc en gros, on demande à l'élève, est-ce que le courant électrique va bien circuler de la borne plus à la borne moins. Donc en ayant précisé dès le départ que le courant électrique circule uniquement en ligne au niveau des blocs, donc des rails d'alimentation électrique, et bien sur l'exemple que l'on a sur cette diapositive, on voit qu'on a un fil rouge qui arrive au niveau de la ligne avec les orifices qui sont situés du côté de la ligne rouge plus, et on a un fil noir qui repart de la ligne moins. Mais dans ce cas-là, le courant électrique ne pourra pas circuler parce qu'il n'y a aucun pont entre la ligne plus et la ligne moins. C'est-à-dire que dans l'exemple que l'on a ici, eh bien, le courant va circuler sur tous les orifices de la ligne plus sans jamais passer au niveau d'un des orifices de la ligne moins, et donc pour pouvoir retourner au niveau de la pile. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce montage électrique devienne fonctionnel, c'est-à-dire que le courant puisse circuler? Eh bien, je l'ai dit, il faut ajouter un pont. Donc un pont, c'est quoi? C'est ajouter un fil électrique qui va connecter un orifice de la ligne plus à un orifice de la ligne moins. Donc par exemple, si on veut faire ça au niveau de la planche à pain qui est ici, donc j'amène du courant électrique, on va refaire dans le même sens que celui qui est montré au niveau du schéma. Donc j'amène le courant électrique au niveau de ce rail d'alimentation électrique. Voilà. Ici, j'ai un câble qui repart au niveau de ma source d'énergie. Et bon, pour que le courant puisse circuler entre les deux lignes, il faut rajouter un pont. N'importe où. Donc par exemple ici, je fais vraiment ça de façon aléatoire. Comme le courant circule sur la totalité d'une ligne, le courant électrique plus va être distribué sur l'ensemble des orifices qui sont ici. Et donc on peut brancher notre câble électrique n'importe où sur cette ligne pour pouvoir la ramener sur la deuxième ligne. Et de la même façon, on peut brancher exactement n'importe où. Et à partir de là, donc, on pourra avoir le courant électrique qui arrive par ce câble, qui prend ce chemin-là, donc il est sur toute la ligne, mais ici il trouve un pont, il le prend, il change de ligne, et ensuite ici il trouve un autre pont et qui amènera le courant électrique au niveau de la pile. Donc voilà, c'est le type d'exercice que l'on peut commencer à faire avec les élèves pour les habituer à comprendre comment le courant circule. Donc là, on est uniquement au niveau j'amène le courant au niveau d'un rail d'alimentation électrique et je le fais repartir par sa source d'énergie. Donc maintenant, il faut faire l'exercice où, bien entendu, on va passer à un bloc d'une rangée centrale. Donc avant ça, on peut aussi, j'ai oublié, par exemple au niveau des exemples qui sont là, c'est de présenter des branchements électriques quelconques et de demander aux élèves si ces branchements sont fonctionnels ou pas. C'est-à-dire si le courant peut retourner à la pile. Donc sur l'exemple qui est ici, en partie droite, eh bien, on voit qu'on a un pont qui est mis en place, donc un fil, mais qui relie deux orifices de la même ligne plus. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y a aucun pont, donc aucun câble relié entre les deux lignes. Donc ça ne fonctionnera pas. Et donc pour que ce système devienne fonctionnel, eh bien, il faut que le câble électrique relie les deux lignes entre elles. Donc c'est ce qu'on avait montré tout à l'heure. Donc ça, c'est voilà, des petits exercices qu'on peut faire comme ça avec les élèves pendant une quinzaine de minutes. C'est suffisant. Et avant de passer donc à l'étape un peu plus compliquée qui est d'amener le courant électrique au niveau d'un rail d'alimentation électrique et d'ensuite de propager ce courant électrique au niveau des rangées centrales. Donc ce qui est toujours très important, c'est de bien comprendre où on se situe sur la planche à pain et comment le courant est distribué. À partir du moment où on sait exactement comment le courant circule, eh bien ça devient extrêmement simple de trouver un chemin pour partir de la pile, aller sur un bloc de rail d'alimentation électrique, aller sur un bloc central, revenir sur le rail d'alimentation électrique et de repartir vers la pile. Donc par exemple ici on a un autre exemple de câblage sur l'image qui est sur la droite. Donc on voit qu'on a le courant électrique qui est amené au niveau de la ligne plus. Ce courant se distribue sur toute la ligne, il trouve un pont
qui va l'amener jusqu'au niveau d'une colonne, d'une rangée centrale. Et au niveau de cette colonne, il y a un autre branchement d'un câble électrique qui va revenir au niveau de la ligne moins. Donc, c'est un peu plus parlant sur cette image. Et on voit qu'ici, eh bien, le chemin parcouru par le courant électrique est continu. Il n'y a pas d'interruption. Et donc, ce courant peut trouver son chemin pour partir de la borne plus et revenir jusqu'à la borne moins. Et donc, on peut réaliser tout un tas de petits exercices comme ça en les complexifiant un peu. Et le but du jeu, c'est de toujours voir si on a un chemin continu depuis la borne plus jusqu'à la borne moins. Donc, par exemple, sur le nouveau schéma qui est ici, sur la droite, eh bien, on voit qu'on a plusieurs ponts entre différentes colonnes des rangées centrales. Et le but du jeu, c'est de toujours voir si le courant peut bien circuler. Donc, le courant circule en ligne au niveau des blocs des rails d'alimentation électrique, en colonne au niveau des rangées centrales, et le but du jeu, c'est de voir s'il n'y a pas d'interruption. Donc sur le schéma du haut, c'est bon, on peut avoir un chemin continu, on a bien un chemin continu de la borne plus à la borne moins. Dans le cas qui est ici, eh bien, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que au niveau donc, des deux câbles qui sont sur la gauche, eh bien, on voit qu'ils ne sont pas positionnés sur la même colonne de la rangée centrale. Il y a une interruption. C'est-à-dire que le courant se retrouve bloqué. C'est comme s'il y avait un trou à la place du pont. Et il ne peut plus retourner au niveau donc, de la pile. Donc ça se fait. Ça se fait à peu près. Les élèves, ils comprennent assez vite sur ce système. Donc à chaque fois, voilà, c'est des choses qu'on a testées avec des élèves qui sont parfaitement novices en électronique. Donc ça va assez vite. C'est assez facile à comprendre. Ensuite, l'exercice, c'est de passer du tableau à mettre les mains au niveau de notre planche à pain. Alors, pour pouvoir réaliser ce premier exercice, donc avec le matériel que l'on a sur la table, l'idée, c'est de leur dire, on va essayer d'allumer une LED. Donc, on a, par exemple, ici, sur les éléments dont je vous ai présenté tout à l'heure, donc on a ici une petite LED. Donc il y a des LED de différentes couleurs, jaune, vert, rouge, bleu, etc. Et donc le but du jeu, c'est de leur demander de réaliser un montage qui va permettre à cette LED de s'éclairer. Donc, toujours pareil, on peut s'adosser sur toujours une petite image, une petite diapositive qui permet de montrer quel type de montage auquel on s'attend. La petite subtilité avec la LED, c'est que on regarde une pile classique comme on peut utiliser, on risque de la griller. Donc pour que cette LED fonctionne, il faut qu'elle soit mise en série avec une résistance. Donc on a ici une résistance là. Donc pour faire circuler le courant, jusqu'à maintenant on parlait de câbles électriques, ça c'est intuitif, mais il faut voir que les composants que l'on va utiliser dans ce montage, donc la LED ou la résistance. Donc ces composants ont des tiges métalliques. Bien, ces tiges métalliques vont conduire le courant. Il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que ces tiges métalliques peuvent réaliser des ponts entre des rails d'alimentation électrique ou des rangées centrales. Alors là, la petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que on commence à faire un montage un petit peu complexe. C'est pas simplement faire circuler le courant, mais c'est aussi de respecter des consignes, à savoir on veut allumer une LED, mais cette LED, il faut la protéger avec une résistance. Ça veut dire que la résistance et la LED doivent être branchées de façon à ce que le courant puisse parcourir un chemin continu, ça c'est toujours pareil, depuis la borne plus à la borne moins, par rapport au schéma qu'on utilise. Et petite utilité aussi, c'est que la LED, elle est polarisée, c'est-à-dire, ici, elle est polarisée, c'est-à-dire que si je remets les deux tiges bien droites, on peut constater qu'une des deux tiges est plus longue que l'autre. Donc là, c'est celle qui est en partie inférieure. Donc effectivement, on parle de cathode et d'anode, et donc c'est au niveau de ces deux tiges, il faut aussi avoir à l'esprit que le courant doit passer par la cathode pour pouvoir ressortir de la LED au niveau de l'anode. C'est-à-dire, il doit rentrer par la tige la plus longue et ressortir par la tige la plus courte.
Donc ça, c'est voilà, c'est les deux petites consignes assez précises que l'on va devoir demander aux élèves de respecter. Donc, mettre tout ça en série et faire attention à ce que le courant électrique arrive au niveau de la tige qui est la plus longue, donc sur la droite de l'image, ici, la tige qui est à droite, pour ressortir au niveau de la tige la plus courte, celle que je touche avec mon doigt. Donc c'est un montage qui est assez simple à réaliser. Bon, il faut quand même faire un petit peu attention parce qu'il va falloir tordre un peu les tiges de façon à ce qu'on puisse réaliser donc des ponts entre les différents blocs. Et donc, par exemple, on peut réaliser le montage qui est ici. Donc je vais enlever tout ça. Voilà. Donc ici, je fais attention à repérer la tige la plus longue et je vais la positionner sur un orifice d'une des lignes d'un rail d'alimentation électrique. Donc le courant entre par cette tige-là, la plus courte, et va ressortir. Donc je vais l'amener, la tige la plus courte, sur une colonne, en celle qui est la moins loin, hop, ici. Donc je rapproche un peu. Voilà. Donc le courant rentre par là, hop, et il ressort par là. Donc ici, j'ai atteint une colonne de cette rangée centrale, et donc je sais que le courant va être distribué dans cette colonne. Il faut que je branche une résistance, donc de façon à ce que le courant puisse continuer son chemin pour retourner jusqu'à la pile. Donc comme les tiges sont assez longues, on va pouvoir faire un pont direct entre un orifice de cette colonne et un orifice de la ligne du rail d'alimentation électrique qui va pouvoir permettre de retourner à la pile. Donc je peux faire ça. Là. Donc pour le retour, je peux me brancher n'importe où. Ce qui est très important, c'est ici, de respecter ces deux branchements. La LED et la résistance sont branchées sur la même colonne. Donc le courant va pouvoir suivre un chemin continu. Et ici, j'ai un retour au niveau du rail d'alimentation électrique, notamment au niveau de la ligne moins. Alors la résistance, elle peut être mise avant la LED, au niveau du sens de circulation, comme après. C'est pas grave, puisque dans tous les cas, qu'elle soit avant ou après, à partir du moment où le courant va se mettre à circuler, il sera freiné, qu'elle soit avant ou après. Donc ça, il n'y a pas de problème, pas de difficulté. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le branchement des tiges de la LED. Donc bien entendu, là maintenant, il manque l'apport électrique, de la source d'énergie. Donc pour ça, on ne va pas utiliser directement une pile qu'on va brancher sur la planche à pain, comme dans les petites images qu'on a vues tout à l'heure. En fait, on va se servir de la carte Arduino pour amener le courant jusqu'à la planche à pain et récupérer le courant de cette planche à pain. Alors au niveau de la carte Arduino, il y a des pins, c'est-à-dire des emplacements, des orifices qui sont dédiés à ça. Et notamment, ici, donc, on a une pin qui s'appelle 5 volts. Donc à partir du moment où on va alimenter électriquement notre carte Arduino, eh bien si on branche un câble au niveau de cette pin-là, ce câble va distribuer du courant électrique. Et ensuite, on a d'autres pins donc, qui sont renseignés par GND. Donc par exemple, ici, GND, tous ces orifices-là, toutes ces pins, eh bien, vont pouvoir permettre de récupérer le courant qui va venir de la planche à pain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux brancher ma planche à pain sur ma carte Arduino, je vais me faire un petit peu de place ici. Donc j'avais déjà un peu pré-câblé tout à l'heure. Donc il faut que j'amène le courant électrique au niveau de la ligne plus, donc du rail d'alimentation. Donc je vais me brancher sur l'orifice 5 volts. Voilà. Et ensuite, donc quand j'ai mon courant qui va repartir de la planche à pain, il faut qu'il vienne au niveau d'une pin GND, ici, et voilà. Et donc là maintenant, il ne nous reste plus qu'à alimenter notre carte Arduino
en électricité et on va voir si notre LED s'allume. Et voilà. Donc, vous voyez ici, la LED s'illumine. Hein, donc si je débranche la pile, vous allez voir, elle s'éteint. Alors, ce n'est pas une forte luminescence, hein, mais voilà. Donc ici, c'est pour montrer que effectivement, on a réalisé un montage qui permet d'avoir un courant qui circule de façon continue depuis notre carte Arduino qui amène le courant électrique, qui est fourni par la pile qui est ici. Donc le courant circule ici, il arrive au niveau de cette ligne plus du bloc d'alimentation électrique. À ce niveau-là, le courant électrique rencontre un pont, c'est la LED, donc il va prendre ce chemin, il va arriver au niveau de cette colonne, au niveau de la rangée centrale. Pareil, il trouve ici un pont, la résistance, il prend le chemin et il revient au niveau de la ligne moins du bloc d'alimentation électrique. Et à ce niveau-là, il rencontre un dernier pont qui retourne à la carte Arduino. Donc on a ici une boucle qui est parfaitement réalisée. Donc ça, c'est le premier montage que l'on peut faire. C'est un montage qui est quasiment sans risque. Bon, il faut quand même faire attention, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on tord les pins et les broches, ça peut par exemple, il faut faire attention à ne pas dessouder ou pas abîmer, et faire attention au niveau du sens de circulation du courant dans la LED. Mais pareil, voilà, donc par rapport à l'ensemble des classes avec lesquelles on a utilisé ce montage, ce matériel, on n'a eu aucun problème. Donc il faut prendre son temps. Bien entendu, on ne donne pas la pile tout de suite. On attend quand même que l'élève nous présente son montage, nous présente comment il voit lui la circulation du courant par rapport à la distribution de l'ensemble des éléments, des composants et des câbles. Et donc une fois qu'on a vérifié que tout est ok, hop, on branche la pile et bon, voilà, c'est super, en général ils sont super contents. Alors, si on dispose de différentes résistances, c'est-à-dire avec différentes capacités à résister au passage du courant, c'est-à-dire avec des résistances avec des valeurs faibles à des valeurs fortes, eh bien on peut aussi constater que cela va avoir une influence sur la luminosité de la LED. À moyenne résistance, plus la luminosité est importante, et plus c'est résistant, moins il y en a. Donc c'est aussi un petit exercice qu'on peut faire. Donc ça, il suffit, voilà, c'est du matériel qui se trouve assez facilement sur internet, ça coûte très peu cher, c'est vraiment pas cher. Bon, bien entendu, le plus cher c'est la carte Arduino, mais après tout ce qui est résistance, LED, câble électrique, tout ça, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, c'est la première étape que l'on peut demander à des élèves de réaliser. Donc on le rappelle, donc dans un premier temps, on teste les compétences des élèves pour réaliser des montages à partir de dessins, de schémas, et ensuite on passe à la pratique avec ce premier montage. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de brancher un capteur qui va pouvoir permettre d'obtenir des mesures de température et d'humidité. Alors, ce capteur, il est ici. Il est là. Donc, pour que ce capteur puisse fonctionner, eh bien entendu, il faut aussi lui apporter de l'électricité, refaire partir le courant. Mais il y a un élément plus qui est associé à ça, c'est qu'on va avoir aussi une distribution des valeurs mesurées. Donc c'est pour ça qu'ici on a 3 broches. On a une broche qui est dédiée à la réception du courant, au retour du courant vers la pile, et bien entendu une broche qui est dédiée aussi à la transmission des données. Donc, on va demander aux élèves d'essayer de réaliser un montage. Donc, toujours pareil, en étape préparatoire, on a par exemple ici, on peut utiliser cette image ici, qui montre effectivement que les broches, donc ici au niveau de la diapositive sur la droite, donc en fait chaque broche a un rôle précis. La broche centrale, c'est la broche au niveau de laquelle le courant va arriver, donc c'est-à-dire celle-ci, là. Si vous voyez bien. Ensuite, donc, je mets le capteur dans la même position que celle qui est indiquée sur le petit schéma.
Donc la broche ici, c'est la broche qui va être dédiée au retour du courant. Donc la broche qui est sur la droite ici. Et la broche qui est sur la gauche, c'est la broche qui va être dédiée au transfert des données mesurées, température et humidité. Et donc, l'objectif, c'est de dire, voilà, vous prenez votre capteur, vous l'installez quelque part, n'importe où, sur votre planche à pain. Donc je décide de le mettre là. Et donc vous demandez aux élèves d'ajouter des fils de façon à ce que le courant puisse arriver dans le capteur, puisse en repartir, et on aura un autre fil qui va permettre de transférer les données. Donc, pour faire circuler le courant ici, c'est plutôt simple. Donc on va enlever la résistance et la LED. Et donc le but du jeu, c'est de prendre un fil rouge. Hop, là, ça va, j'ai de la chance, il m'en reste. Et donc d'amener le courant au niveau donc, de la broche qui gère la réception du courant. Donc je peux partir de n'importe où sur cette ligne, puisqu'ici j'ai du courant qui arrive. Voilà. Et donc je peux venir me mettre en face. Et donc je me positionne sur la colonne qui est située sur la même colonne où est branchée la pin centrale de mon capteur. Donc, je vous rappelais tout à l'heure, donc c'est vraiment la pin centrale. Donc, je repère cette colonne et je mets mon câble rouge. Là, je sais que le courant va arriver. Il faut que le courant reparte au niveau du bloc du rail d'alimentation électrique. Donc, je sais que par rapport à comment est positionné mon capteur, ici, c'est la broche qui est sur la gauche, d'accord, qui va être responsable du retour du courant vers la ligne du bloc d'alimentation électrique. Donc ici, il faut vraiment que je respecte les colonnes. C'est très important. Ensuite, pour le retour ici, mon câble noir, je peux le brancher n'importe où. D'accord, sur la ligne qui les orifices, les pins qui sont du côté de la ligne bleue. Je peux mettre n'importe où, c'est pas grave, parce que c'est pour un retour. Je peux mettre là. Je m'embête pas trop, je mets là où il y a de la place. Et là maintenant, il reste donc un câble à brancher pour ce qui est de la transmission des données. Alors, je vais le mettre sur la colonne en face de la broche qui est responsable de ça. Et la petite subtilité, c'est que ce câble, on va le brancher au niveau d'une pin particulière de la carte Arduino. Alors, pourquoi? Parce que quand la carte Arduino fonctionne, donc il faut voir qu'elle a un programme informatique qui va tourner et qui va s'attendre à certaines choses. Donc là, l'idée, c'est que la carte sait très bien que le courant part au niveau de la pin 5 volts, que le courant revient au niveau d'une des pins JND. Et par contre, là, on va lui dire, bon ben voilà, si tu veux savoir où sont les données transmises par le capteur, eh bien, on va lui indiquer une pin particulière. Donc, cette pin, par rapport à la valeur qu'on a mis dans le code, donc je vous présenterai le code tout à l'heure, eh bien, on a dit dans le code que ça serait sur la pin 2. Donc, où se situent ces pins? Elles sont là, donc elles sont situées en face de celles responsables pour l'arrivée du courant, par exemple, donc elles sont là. Donc, on peut voir ainsi, vous avez les chiffres qui sont associés à chaque pin. Bon, ben là, on a dit dans le code, ça arrive par la pin 2. On aurait pu mettre 3, 4, 5, etc. Peu importe, c'est un choix. Donc mon câble qui est ici, eh bien je le branche au niveau de la pin 2. Tac. Donc là on a un montage qui va nous permettre de faire fonctionner un capteur, de le faire travailler, donc récupérer des mesures. Et dans un premier temps, on va voir comment est-ce qu'on peut lire ces mesures à partir donc de l'interface Arduino. Donc c'est-à-dire on ne va pas faire tout de suite un capteur portatif, mais on va faire un capteur qui nous permet donc, qui est relié à un ordinateur. Donc il va falloir qu'on relie la carte Arduino à un ordinateur et on va voir un petit peu comment on peut vérifier que notre montage fonctionne et que notre capteur fournit des données et qu'on arrive à récupérer ces données et de voir quelles sont les valeurs qui sont données, qui sont produites. Alors nous allons voir ça tout de suite. Donc j'ai un petit peu avancé mon montage et donc ici vous pouvez voir donc la connexion
de la carte Arduino à un ordinateur, donc via un port USB. Et donc c'est l'ordinateur qui va amener l'alimentation électrique à la carte, qui va ensuite la distribuer sur l'ensemble de notre planche à pain. Donc sur l'autre partie donc, de cette image, ici, on peut voir l'affichage du logiciel Arduino. Donc ce logiciel permet deux choses, par exemple, enfin, entre autres, permet à la fois de charger un code qui va être exploité au niveau de la carte qu'on a ici, de notre microcontrôleur, et bien entendu aussi de voir, dans notre cas, si notre capteur qui est branché ici est correctement branché et fonctionnel, et est-ce qu'il nous fournit de la donnée. Donc pour ce faire, donc, une fois qu'on a vérifié au niveau de notre logiciel qu'on discute bien avec une carte Arduino, eh bien, on va demander au logiciel d'afficher si des valeurs sont fournies par notre carte, notre microcontrôleur, valeurs qui lui sont données par notre capteur. Donc on clique ici sur la petite loupe, donc c'est un outil qui s'appelle Serial Monitor. Donc on affiche, et on peut voir ici en bas sur la gauche, un affichage. Et donc l'objectif c'est de voir si au niveau de notre affichage, on a bien des valeurs qui nous sont fournies. Et donc là, on peut voir que avec une fréquence régulière de quelques secondes, on a des valeurs qui s'affichent en degrés et en pourcents. Donc T égale 23 degrés, température, H égale 35%, humidité. Donc on a là réussi à réaliser notre montage en associant un capteur d'humidité et de température à une carte électronique de type Arduino et en interfaçant tout ceci avec le logiciel Arduino. Donc là, c'est bien, c'est une nouvelle étape qui est franchie. Donc les élèves ont pu réaliser le montage de leur première station météo. Par contre là, on n'est absolument pas dans un format qui est portable. C'est-à-dire que si on veut réaliser des mesures en différents points, c'est compliqué de se balader, donc déjà il faut un ordi portable pour que ce soit transportable, et puis bon, c'est pas pratique. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans le montage, et c'est de s'affranchir donc du logiciel Arduino et de l'ordinateur, et de ne travailler uniquement qu'avec notre planche à pain et notre carte et notre capteur. Donc pour ce faire, on va utiliser une dernière étape, on va réaliser une dernière étape qui est de connecter un écran LCD sur notre planche à pain. Alors cet écran LCD, c'est assez simple, pareil à utiliser. Donc il a tout un tas de broches qui sont ici, et il va falloir amener des câbles au niveau associer des câbles à chacune de des broches qui sont ici. Pourquoi il y a autant de broches? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent entre notre carte électronique et notre écran. Mais avant de passer à ce montage, et donc de voir un petit peu ce que ça donne, je vais un petit peu continuer sur l'aspect du logiciel Arduino. En effet, ce logiciel nous permet un petit peu de travailler avec le code qui est renseigné dans le microcontrôleur. Et donc, bien entendu, c'est peut-être pas forcément la partie la plus simple à aborder avec des élèves, mais certains groupes d'élèves qui sont à l'aise avec ces montages, une fois qu'ils ont réussi à réaliser le montage avec l'écran, donc que je vous ai montré ici, et si il nous reste une séance avec un peu de temps, on peut aller un petit peu plus loin et demander aux élèves d'aller modifier l'affichage de l'écran. Et donc le but du jeu, donc c'est pas forcément de comprendre la totalité des lignes renseignées dans le code, mais de comprendre que dans ce code il y a des blocs et que chaque bloc a un rôle à jouer. Donc il y a le bloc qui permet de charger toutes les librairies informatiques qui permettent à tout ce petit matériel de fonctionner. Il y a un bloc qui va être chargé de récupérer les valeurs de température et d'humidité, et il y a un bloc qui va être chargé de les afficher. Et ce qui est très intéressant, et bien entendu aussi, il y a aussi une partie qui est dédiée au rafraîchissement de l'affichage des valeurs sur le moniteur série qui est en bas. Et donc dans ce code, voilà, ce qui est très intéressant, donc notamment au niveau donc, de la partie que j'ai mis ici, c'est là qu'on va pouvoir coder ce qui va s'afficher sur l'écran.
Donc, je vous montrerai ça un peu plus tard, parce que pour l'instant, bon là c'était l'occasion d'en parler puisque le code était ouvert, mais là notre objectif, qui vient après ce branchement et le test sur l'ordinateur, où l'on voit qu'on a effectivement bien des valeurs de température et d'humidité qui sont données, eh bien c'est de rendre cet ensemble de capteurs transportable, et donc d'avoir notre mini station météo, bon, qui ne fournit que de la température et de l'humidité, mais notre mini station météo portative. Donc maintenant, on va voir un petit peu eh bien, la suite de ce montage. Donc nous en arrivons à la fin de ce montage, donc de cette station météo portable. Et donc pour aller plus vite, donc j'ai réalisé l'ensemble des branchements. Donc vous avez sur la partie droite de cette vidéo donc le schéma de montage entre le microcontrôleur, enfin la carte, l'écran, le capteur et l'ensemble des câbles. Effectivement, ça, je peux déjà vous imaginer dire, oh là là, ça a l'air un peu quand même compliqué, parce que ça nécessite quand même pas mal de câblage. Donc, il existe toutefois des petites cartes électroniques qui permettent de réduire le nombre de câbles que l'on va brancher à l'écran. Donc, si je l'ai dit en début de cette animation, mais peut-être que je me répète, cette vidéo, l'écran nécessite un certain nombre de câbles pour pouvoir lui communiquer différentes informations. Vers quelle broche vont être envoyées les données, qu'est-ce qu'on lui demande de faire, de récupérer, d'afficher, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de câbles. Alors, pour rendre ça un peu moins peut-être rébarbatif pour quand même pour les élèves qui se sentent à l'aise, ce qui peut être intéressant, c'est que bon, vous avez autant de montage que de groupes et vous pouvez demander à certains élèves, non pas forcément de réaliser ce montage, parce que ça pourrait peut-être les stimuler un peu plus, de leur dire vous allez vérifier le montage. C'est-à-dire qu'ils vont se balader avec le schéma de montage que vous pouvez proposer à l'ensemble des élèves et leur rôle à ces élèves un petit peu qui vont vérifier, hein, les inspecteurs des travaux, eh c'est d'aller voir si les câblages sont bien réalisés. Donc effectivement, il y en a un certain nombre. Mais une fois que les élèves en charge de la vérification des branchements valident, eh bien là, on peut venir alimenter la carte électronique. Alors, on n'a pas avec qu'on appelle pas avec un ordinateur, mais avec une pile. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais brancher ma pile à ma carte. Et donc ici, vous voyez, l'écran s'initialise. DHT11, c'est le nom du capteur d'humidité et de température. On attend un petit peu quelques secondes, et voilà. Donc, par rapport au programme qui est installé dans la carte, eh bien, à ce programme, on a indiqué d'afficher les valeurs sur 2 lignes. Donc, avec quelques textes de caractères, TEMP pour température, 2 points, etc., ce que vous voyez à l'écran. Donc, on a effectivement bien des valeurs de température et d'humidité qui s'affichent. Donc là, elles se rafraîchissent au bout d'une dizaine de secondes de mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut changer dans le code. Mais si on ne veut pas toucher au code, le code est tout prêt, donc il existe, on peut le distribuer, il n'y a pas de problème. C'est assez facile à charger dans la carte Arduino. Et donc là, vous vous retrouvez donc en présence d'une mini station portable, météo portable. C'est-à-dire que ça, vous pouvez par exemple mettre dans une petite boîte en carton et de demander aux élèves de se balader avec ces capteurs et de voir un petit peu comment varie la température. Donc on peut se mettre à côté de la fenêtre, on peut se mettre éloigné de la fenêtre, ou alors on peut aller se balader dans la cour pour par exemple mesurer une température au niveau du bitume en plein soleil ou sous un arbre. Donc l'idée, alors c'est bien entendu, c'est pas d'avoir une station de mesure avec une très bonne précision, parce que le capteur qui est ici, c'est un capteur assez modeste, donc, mais qui quand même permet de fournir des valeurs de température. Et donc l'idée, c'est en fait de présenter un contenu un peu différent aux élèves, c'est-à-dire un contenu de développement d'un matériel électronique. Donc ici, construire une station météo. Donc ça peut être exploité au niveau donc, de tout ce qui est sciences du numérique, etc. En physique aussi. Et bien entendu, après, on peut fournir ça au prof SVT et lui dire, bon, voilà, prends les élèves et demande, voilà, et vois ce que tu peux en faire en termes de valeurs qui peuvent être mesurées.
Donc, c'est tout ce montage qui est là, donc toutes ces étapes, depuis le début, depuis la présentation, des petits schémas pour comprendre comment le courant circule dans la planche à pain, jusqu'à la réalisation de ce montage qui est un peu plus complexe, ça se fait en 2 heures. Ça se fait en 2 heures, bon, faut pas traîner, mais ça se fait en 2 heures, même avec des élèves qui n'ont pas du tout d'appétence pour l'électronique. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la toute première étape de branchement avec la LED, dès que la LED s'illumine, paf, c'est la joie, ils sont contents, tout simplement parce qu'ils ont quelque chose qui s'allume et qui fonctionne. Et donc, voilà, donc à peu près en 2 heures. Si des fois il y a des groupes qui travaillent assez rapidement, il est possible ensuite d'aller toucher un petit peu le code, donc de modifier ce code qu'on a vu tout à l'heure sur la, la partie Arduino et de voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Mais je pense que au niveau de ce travail-là, on pourra vous proposer un mini tutoriel vidéo dans lequel on pourra vraiment prendre du temps pour donc déjà présenter ce qu'est un code que l'on incruste, que l'on loge dans un microcontrôleur Arduino, de présenter tous les blocs et de présenter un petit peu aussi comment est-ce que l'écran est défini dans ce code. Parce que ce qu'on peut voir par rapport au contraste de l'écran qui est ici, on peut voir qu'il y a comme des rectangles en position verticale. En fait, chacun de ces rectangles, c'est une zone où on va pouvoir afficher un caractère. Et donc, il y a un nombre défini de caractères sur l'écran. Et ce nombre défini se distribue sur 2 lignes. Donc, on a 2 lignes avec un nombre de caractères, deux colonnes, pardon. Oui, 2 lignes, plusieurs colonnes, pardon. 2 lignes et plusieurs colonnes. Et les nombres de colonnes, c'est le nombre de caractères. Donc si par exemple dans le code on demandait aux élèves de taper collège de telle ville, telle date, telle je sais pas quoi, avec température, etc. De suite les élèves quand ils vont rebrancher la pile et donc la carte à l'écran, ils vont se rendre compte que ça ne marche pas. Le texte va sortir. Et donc l'idée c'est voilà, c'est dans cet esprit d'aller dans du code, eh bien c'est de voir un petit peu de modifier le code, de comprendre comment ce code gère l'affichage. Mais là, en fait, le code qui est utilisé tel quel pour obtenir ce type d'affichage, il est prêt. Il n'y a rien à faire. Il suffit simplement de le charger au niveau de la carte. Donc c'est du presse-bouton. On ouvre le logiciel Arduino, on branche la carte, on pousse le code. Donc on ouvre le code comme si on ouvrait avec Word un fichier texte. Bon ben là c'est un logiciel qui s'appelle Arduino. On cherche dans notre arborescence le code qu'on mettra en ligne sur EduMed. Et bien entendu, vous le récupérez et vous faites charger sur la carte. Donc ça se fait tout seul. C'est pas compliqué. Donc le code est prêt, il n'y a pas d'erreur. Et donc ça vous permet immédiatement d'avoir ça. Alors bien entendu, il est possible, quand on cherche un petit peu, à s'intéresser, à faire tout un tas d'autres choses, brancher des hélices, brancher des télécommandes, on peut faire plein de choses. Donc là, bien entendu, on n'est pas dans le cadre des SVT, mais plus dans l'enseignement du numérique. Donc c'est assez facile à prendre en main. Il n'y a rien de bien compliqué, il n'y a rien de vraiment trop fragile, et puis il n'y a pas vraiment d'erreur facile à faire. Puis c'est pas dramatique. Il suffit simplement de suivre les schémas de câblage. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font plein de choses avec ces cartes. Et donc voilà, l'idée par rapport à la thématique un peu météo qui était proposée aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'on peut facilement construire une mini-station météo. Bon, bien entendu, on n'a pas de pluviomètre à ce niveau-là, mais bon, déjà, température, humidité, c'est pas mal, ça peut déjà permettre de suivre la variation de 2 paramètres en fonction d'un site de mesure. Voilà. Comment est-ce que ces 2 paramètres varient l'un par rapport à l'autre? Et ensuite, on peut déplacer cette station dans différents sites, sous un arbre, sur le bitume, je sais pas moi, dans le frigo. Bon, voilà, on va pas laisser trop longtemps non plus quand même. Mais bon voilà, on peut s'amuser, essayer de faire ou souffler dessus ou mettre le capteur dans la main, comme ça le protéger dans la main. Et donc ça permet un petit peu de voir des variations. Et donc bien entendu, les élèves peuvent reporter ces valeurs sur un papier, ensuite les reporter dans un tableur, un grapheur, donc Excel, ou sur OpenOffice, etc. Donc j'en termine là avec cette présentation. Bien entendu, nous nous tenons à disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce type de montage. Où trouver les éléments, combien ça coûte,
comment se les procurer, donc c'est assez facile. Bien entendu, nous sommes aussi disponibles pour répondre à d'autres questions que vous pouvez vous poser par rapport à l'ensemble des présentations réalisées dans cette vidéo. Donc, nous vous remercions avec Florence d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez nous poser vos questions au niveau donc de l'adresse mail au travers de laquelle vous êtes inscrit, et nous ferons un plaisir d'y répondre. Voilà, très bonne continuation à toutes et à toutes, et à très bientôt.